Le jour où mes enfants m'ont invité à dîner dans le restaurant le plus cher de Lyon a été le même jour où j'ai découvert ce qu'ils pensaient vraiment de moi. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais mes propres secrets et que cette soirée allait révéler bien plus que ce qu'ils avaient prévu. Je m'appelle Célestine Moreau. À 68 ans, j'ai appris que la famille peut parfois nous surprendre de la façon la plus douloureuse qui soit. Veuve depuis 10 ans, j'ai élevé 2 enfants, Antoine, maintenant âgé de 42 ans, et Isabelle, 39 ans. Ils sont ma fierté, mes réussites les plus précieuses. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a commencé par un coup de téléphone d'Antoine, un mardi matin de novembre. Sa voix portait cette fausse chaleur que les enfants adoptent parfois quand ils veulent quelque chose de leurs parents. « Maman, j'ai une excellente nouvelle. Claire et moi, nous organisons une petite fête pour notre 10e anniversaire de mariage. Nous avons réservé une table au Grand Palais vendredi soir. Tu nous accompagnes ?» Le Grand Palais. Ce nom fit battre mon cœur un peu plus vite. Ce restaurant emblématique de Lyon, avec ses lustres en cristal et ses nappes blanches immaculées, représentait le summum de l'élégance gastronomique de la ville. Un endroit où nous n'étions jamais allés ensemble en famille, car les prix y étaient considérables. « C'est généreux de votre part, mon chéri, » répondis-je, surprise par cette invitation inattendue. « Mais n'est-ce pas un peu coûteux pour une sortie en famille ?» Antoine rit, d'un rire qui me parut étrangement forcé. « Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Nous nous occupons de tout. Tu n'auras qu'à venir et profiter de la soirée. » Quelque chose dans son ton me dérangea, mais je ne pus identifier quoi exactement. Peut-être était-ce cette façon de parler comme si j'étais devenue fragile, incapable de contribuer à quoi que ce soit. Isabelle appela dans la soirée pour confirmer l'invitation. « Papa te manque beaucoup, n'est-ce pas, maman ?» dit-elle d'une voix douce. « Nous pensons qu'il est temps que tu sortes un peu plus. Tu passes trop de temps seule dans cette grande maison. » Ces mots, bien qu'empreints d'affection apparente, portaient une nuance de pitié qui me blessa. Mes enfants me voyaient-ils vraiment comme une vieille femme solitaire et démunie? Certes, depuis la mort de mon époux Henri, j'avais adopté un mode de vie plus discret. J'avais vendu nos entreprises, liquidé nos investissements les plus visibles et choisi de vivre simplement. Mais de là à penser que j'étais dans le besoin. Vendredi arriva plus vite que prévu. Je choisis ma plus belle robe noire, celle que Henri aimait tant, et mes perles, un cadeau de nos 25 ans de mariage. En me regardant dans le miroir, je vis une femme digne, aux cheveux argentés soigneusement coiffés, aux yeux bleus encore vifs malgré les années. Le trajet en taxi jusqu'au Grand Palais me donna le temps de réfléchir. Mes enfants grandissaient dans leur propre vie, avec leurs propres préoccupations. Antoine dirigeait une petite agence de communication, Claire travaillait à mi-temps dans une boutique de mode. Isabelle était professeure de français dans un lycée. Des vies honorables, mais pas nécessairement prospères. D'où venait l'argent pour ce dîner somptueux? En descendant du taxi devant l'établissement, je fus frappé par la beauté architecturale du lieu. La façade en pierre dorée typique de Lyon, les grandes baies vitrées illuminées de l'intérieur, l'élégante marquise sous laquelle se tenait le portier en livrée. Cet endroit avait toujours eu une place particulière dans mon cœur, pour des raisons que mes enfants ignoraient encore. Le portier me salua d'un hochement de tête poli et m'ouvrit la lourde porte de verre. L'intérieur n'avait pas changé. Les murs tapissés de soie crème, les œuvres d'art contemporain, l'éclairage tamisé qui créait une atmosphère intimiste et raffinée. L'arôme subtil des plats gastronomiques flottait dans l'air, mêlé au parfum délicat des bouquets de fleurs fraîches. Je me dirigeais vers l'accueil, où une jeune femme élégante, en tailleur noir, me sourit professionnellement. « Bonsoir, madame. Puis-je vous aider ?»« Bonsoir. Je rejoins la table de monsieur Antoine Moreau. » Elle consulta son registre, fronçant légèrement les sourcils. « Monsieur Moreau ? Ah oui, la table pour 4 personnes. Mais... » Elle releva les yeux vers moi, visiblement embarrassée. « Je suis désolée, madame, mais la réservation indique bien 4 couverts, et la table est déjà complète. » Un frisson me parcourut l'échine. « Comment cela, complète ? Monsieur et madame Moreau sont arrivés avec leurs 2 enfants il y a une dizaine de minutes. Ils n'ont mentionné aucune autre personne. » Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Mes petits-enfants,
Emma et Louis étaient là. Mais pas de place pour moi, pas de place pour grand-mère. Il doit y avoir une erreur, murmurai-je, ma voix tremblant légèrement malgré moi. La jeune femme me regarda avec compassion. Voulez-vous que j'aille les prévenir de votre arrivée ? S'il vous plaît. Elle s'éloigna vers la salle principale, et je restai là, debout, dans l'entrée somptueuse, essayant de comprendre ce qui se passait. Avait-il oublié de modifier la réservation ? Était-ce un simple malentendu ? Quelques minutes plus tard, je vis apparaître Claire, ma belle-fille, dans sa robe bordeaux, que je ne lui connaissais pas. Son visage portait une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer, un mélange de gêne et de quelque chose qui ressemblait presque à de l'agacement. « Célestine, quelle surprise !» dit-elle d'une voix un peu trop aiguë. « Nous ne vous attendions pas si... ponctuelle. » Ces mots résonnèrent étrangement dans ma tête. Comment pouvait-elle ne pas m'attendre alors qu'il m'avait invité ? « Antoine m'a dit vendredi soir, 7h30, répondis-je calmement. Il y a eu un problème avec la réservation, semble-t-il. Claire échangea un regard rapide avec l'hôtesse, puis revint vers moi avec un sourire que je ne reconnaissais pas. Un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Écoutez, belle-maman. » Elle utilisait ce terme affectueux qu'elle m'avait toujours donné, mais cette fois, il sonnait différemment dans sa bouche. « Peut-être qu'un endroit un peu plus... accessible serait mieux pour vous ce soir ? Il y a un petit bistrot charmant juste en face. Plus dans vos moyens, vous voyez ? » Cette phrase me frappa comme une gifle. Plus dans mes moyens. Elle pensait vraiment que je n'avais pas les moyens de manger dans ce restaurant, que j'étais devenue cette grand-mère pitoyable qui dépendait de la charité de ses enfants. Je pris une profonde inspiration et souris. Un sourire calme, serein, qui surprit visiblement Claire. « Merci pour le conseil, ma chère, mais je pense que je vais rester ici ce soir. » Et c'est à ce moment-là que tout changea. Il y a des moments dans la vie où l'on sent son cœur se briser en silence, sans un bruit, comme une porcelaine fine qui se fissure. Ce soir-là, debout dans l'entrée du Grand Palais, j'ai ressenti cette fracture invisible mais profonde. Claire me regarda avec un sourire condescendant que je ne lui avais jamais vu auparavant. « Si vous comprenez, belle-maman, ce restaurant est vraiment, comment dire, d'un certain standing, et nous ne voudrions pas que vous vous sentiez mal à l'aise. » Ces mots tombèrent sur moi comme des pierres froides. Dans ses yeux, je lisais une pitié mêlée de mépris que je n'avais jamais imaginé possible de la part de cette femme que j'avais accueillie dans ma famille comme ma propre fille. « Je me sens parfaitement à l'aise ici, » répondis-je doucement, gardant ma dignité intacte malgré l'humiliation qui montait en moi. C'est alors qu'Antoine apparut, son visage trahissant un malaise évident. Derrière lui, j'aperçus mes petits-enfants, Emma, 14 ans, et Louis, 11 ans. Emma regardait ses chaussures, visiblement embarrassée par la situation. Louis, lui, semblait confus, ne comprenant pas pourquoi grand-mère restait à l'entrée au lieu de les rejoindre à table. « Maman, » dit Antoine d'une voix tendue, « il y a eu un petit problème avec la réservation. Nous pensions que tu avais compris que, enfin, que ce n'était pas exactement une invitation pour ce soir. » Ces mots me coupèrent le souffle. Non pas une invitation ? Mais alors, qu'était-ce donc ? Une cruelle plaisanterie ? Un test que j'avais échoué avant même de le comprendre ? « Antoine, » dis-je calmement, ma voix ne trahissant rien de la tempête qui grondait en moi. « Tu m'as appelé mardi pour m'inviter à célébrer votre anniversaire de mariage. Tu as dit « Tu nous accompagnes ?» Je t'ai répondu « Oui. » Il échangea un regard embarrassé avec Claire. « Nous pensions que tu réaliserais que... Enfin, maman, tu sais bien que depuis papa... Enfin, tes moyens sont devenus plus... limités. » Limités. Ce mot résonna dans ma tête comme une cloche funèbre. Mes propres enfants croyaient que j'étais devenue une charge, une vieille femme démunie dont il fallait avoir pitié. Claire prit alors la parole avec cette fausse bienveillance qui me glaça le sang. « Nous nous inquiétons pour vous, c'est tout. Vivre seul dans cette grande maison avec juste votre petite pension. Nous ne voulions pas que vous dépensiez votre argent pour un repas aussi cher. » Ma petite pension, si elle savait... Peut-être, continua-t-elle en regardant l'hôtesse avec un sourire gêné.
Pourriez-vous recommander à madame un restaurant plus adapté à son budget? Il y a sûrement un endroit plus simple dans le quartier. L'hôtesse, professionnelle jusqu'au bout des ongles, malgré son évident malaise, commença. Eh bien, il y a effectivement plusieurs brasseries très accueillantes à proximité. Mais quelque chose en moi se révolta. 68 années d'existence, 43 années de mariage, 2 enfants élevés avec amour, une vie entière de sacrifices et de dévouement. Et voilà comment on me traitait, comme une mendiante qu'on écarte poliment de la table des grands. Je regardais mes petits-enfants. Emma avait les larmes aux yeux, comprenant intuitivement l'injustice de la situation. Louis tirait sur la manche de son père, murmurant « Papa, pourquoi grand-mère ne peut pas manger avec nous ?» C'est à ce moment précis que quelque chose changea en moi. Une transformation silencieuse, mais profonde. Cette femme qui avait passé sa vie à s'effacer pour que d'autres brillent, cette épouse dévouée qui avait rangé ses ambitions dans un tiroir pour élever ses enfants, cette mère qui avait toujours mis le bonheur de sa famille avant le sien, cette femme-là disparut. À sa place se tenait quelqu'un d'autre. Quelqu'un que mes enfants ne connaissaient pas. Quelqu'un que j'avais moi-même oublié pendant des décennies. Je souris. Un sourire serein, presque mystérieux, qui surprit visiblement tout le monde. « Vous savez quoi ?» dis-je d'une voix calme et assurée. « Vous avez raison. Je ne vais effectivement pas me joindre à votre table ce soir. » Le soulagement sur le visage de Claire fut si évident qu'il me fit presque rire. « Mais, » ajoutai-je en me tournant vers l'hôtesse, « je vais avoir besoin d'une table. Pour une personne, s'il vous plaît. »« Madame, » répondit l'hôtesse avec diplomatie, « je crains que nous soyons complets ce soir et que... »« Pourriez-vous appeler monsieur Philippe Durand ?» l'interrompis-je gentiment. « Dites-lui que Célestine Moreau aimerait lui parler. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait pu entendre tomber une épingle sur le marbre de l'entrée. Antoine et Claire me regardaient comme si j'avais perdu la raison. Comment cette vieille femme, aux moyens limités, pouvait-elle connaître le propriétaire du restaurant le plus exclusif de Lyon? L'hôtesse, déconcertée mais toujours professionnelle, décrocha le téléphone. « Monsieur Durand, j'ai madame Célestine Moreau qui souhaiterait vous parler. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. » Elle raccrocha et me regarda avec un respect nouveau dans les yeux. « Monsieur Durand arrive immédiatement, madame. » Et c'est là que l'histoire prit une tournure que personne, pas même moi, n'avait anticipée. Il y a des vérités que nous gardons si longtemps enfouies qu'elles finissent par nous sembler irréelles, comme des souvenirs d'une autre vie. Ce soir-là, debout dans l'entrée du Grand Palais, je sentais remonter à la surface une partie de moi que j'avais choisi d'oublier, une femme que j'avais été avant de devenir maman, avant de devenir épouse. Pendant que nous attendions Philippe, mes pensées retournèrent vers cette jeune femme de 25 ans que j'avais été. Célestine Beaumont à l'époque, fraîchement diplômée d'une école hôtelière, le cœur battant d'ambition et de rêves grands comme la France entière. Henri et moi nous étions rencontrés dans ce monde-là, celui de la gastronomie et de l'entrepreneuriat. Lui était un chef talentueux avec des mains d'or, moi j'avais l'œil pour les affaires et cette intuition qui ne trompe jamais pour sentir ce que les gens désirent vraiment. Ensemble, nous avions créé notre premier petit bistrot dans le Vieux-Lyon en 1978. Le Coin des Saveurs, il s'appelait. 20 places, une cuisine minuscule, mais une âme immense. J'avais 27 ans quand j'ai signé mon premier contrat de location. Henri cuisinait, moi je gérais tout le reste. Les comptes, les fournisseurs, le personnel, la décoration, le marketing avant même que ce mot ne devienne à la mode. Antoine naquit en 1982, quand nous avions déjà 3 restaurants. Isabelle arriva 3 ans plus tard, alors que notre petite chaîne comptait 7 établissements. J'avais alors 38 ans et une décision difficile à prendre. Henri voulait que je ralentisse. « Les enfants ont besoin de leur mère », disait-il. Et il avait raison, bien sûr. Mais abandonner mes affaires me déchirait le cœur. Ces restaurants étaient dans mes bébés aussi, nés de mes nuits blanches, de mes calculs, de ma passion. J'ai choisi mes enfants. C'était le bon choix. Je ne l'ai jamais regretté. Mais cela signifiait passer la main, devenir l'épouse du chef respecté Henri Moreau plutôt que Célestine Beaumont, la femme d'affaires qui faisait parler d'elle dans les journaux spécialisés.
Pourtant, je n'ai jamais vraiment quitté ce monde. Je restais associée silencieuse dans plusieurs de nos entreprises. J'investissais, je conseillais, je gardais un œil sur tout depuis les coulisses. Henri gérait l'opérationnel, moi je m'occupais de la stratégie financière. Quand les enfants ont grandi, nous avons vendu la plupart de nos restaurants, mais j'avais gardé des parts dans quelques établissements d'exception. Des investissements discrets, sous des noms de sociétés que seuls les initiés connaissaient. Le Grand Palais était l'un d'eux. Philippe Durand avait été notre chef de cuisine étoile pendant 15 ans. Quand l'ancien propriétaire du Grand Palais avait voulu vendre, Philippe avait rêvé de racheter cet établissement mythique, mais n'avait pas les fonds nécessaires. C'est là que j'étais intervenue, il y a 12 ans. Un investissement de 2 millions d'euros. Pas négligeable, même pour moi. Philippe était devenu le visage public du restaurant, moi je restais l'investisseur fantôme. Cela me convenait parfaitement. Après la mort d'Henri il y a 10 ans, j'avais voulu la simplicité, la discrétion. Laisser mes enfants croire que j'avais tout vendu et que je vivais modestement de ma pension me permettait de les observer sans le filtre de l'argent. Je voulais savoir qui ils étaient vraiment devenus, s'ils m'aimaient pour moi-même ou pour ce que je pouvais leur apporter. Ce test involontaire avait duré des années, et ce soir, j'avais enfin ma réponse. Dans ma grande maison du 6e arrondissement, qu'ils pensaient peut-être trop coûteuse pour mes moyens limités, se cachèrent des œuvres d'art, des souvenirs de mes voyages d'affaires, des photos de moi serrant la main à des personnalités du monde de la restauration. Une vie entière qu'ils n'avaient jamais pris la peine de vraiment regarder. Antoine fronçait les sourcils, se demandant visiblement comment sa mère connaissait le propriétaire de cet établissement. Claire, elle, avait perdu son sourire condescendant. Quelque chose dans mon attitude, dans ma façon de me tenir, dans cette assurance nouvelle qu'ils ne m'avaient jamais vue avoir, les déstabilisait. « Maman, » murmura Antoine, « comment tu connais le propriétaire ?» Je ne répondis pas. Il était trop tard pour les explications, trop tard pour les demi-vérités. Ce soir, mes enfants allaient découvrir qui j'étais vraiment. Qui j'avais toujours été, sous les couches d'abnégation et de discrétion. À travers la porte vitrée de la salle principale, je voyais Philippe approcher. Cet homme de 55 ans aux tempes grisonnantes, élégant dans son costume sombre, qui dirigeait l'un des restaurants les plus prestigieux de Lyon. Cet homme qui m'appelait patronne quand nous étions seuls pour parler affaires. Mes petits-enfants me regardaient avec curiosité. Emma semblait pressentir que sa grand-mère n'était pas exactement celle qu'elle avait toujours cru connaître. Louis, plus jeune, était simplement content de voir que l'atmosphère tendue semblait se détendre. Ce qui allait suivre changerait notre famille à jamais. Pour le meilleur, j'espérais. Mais d'abord, il fallait que mes enfants comprennent une chose essentielle. On ne juge jamais un livre à sa couverture. Surtout quand ce livre est sa propre mère. Il existe des moments dans la vie où le temps semble suspendu, où chaque seconde s'étire comme de la mélasse dorée. Ce soir-là, en voyant Philippe traverser la salle du restaurant qu'il dirigeait, mais que je possédais, je sentis cette étrange dilatation temporelle, cette sensation que ma vraie vie allait enfin commencer. Philippe Durand émergea de la salle principale avec cette démarche assurée qui avait fait de lui l'un des restaurateurs les plus respectés de Lyon. Quand il m'aperçut, son visage s'illumina d'un sourire authentique, chaleureux, si différent des sourires contraints que j'avais reçus de ma propre famille quelques minutes plus tôt. « Célestine !» s'exclama-t-il en s'approchant, les bras ouverts. « Quel plaisir de vous voir. Cela fait bien trop longtemps. » Il m'embrassa sur les 2 joues avec l'affection sincère d'un ami de longue date, un geste si naturel que mes enfants en restèrent bouche bée. Comment cette femme qu'il croyait connaître pouvait-elle inspirer tant de respect spontané à un homme de cette stature ? « Philippe, » répondis-je avec cette voix que j'avais retrouvée, cette voix de la femme d'affaires que j'avais été. « J'espère que je ne vous dérange pas. J'aurais aimé dîner ici ce soir, mais il semblerait que la maison soit complète. » Philippe fronça les sourcils, visiblement contrarié. « Complète ? Voyons cela. » Il se tourna vers l'hôtesse. « Marine, préparez immédiatement notre meilleure table pour Madame Moreau. La table 7, celle près de la baie vitrée avec vue sur la Saône. »« Mais monsieur, » hésita la jeune femme, « cette table est réservée pour... »« Annulée, » dit Philippe d'un ton qui ne souffrait aucune discussion.
Enfin, et prévenez le chef. Madame Moreau dîne chez nous ce soir, il faut que ce soit parfait. Le silence qui suivit fut si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Antoine et Claire se regardaient, complètement perdus. Comment leur belle-mère, aux moyens limités, pouvait-elle commander tant d'égards de la part du propriétaire du Grand Palais? C'est Claire qui osa briser le silence, d'une voix légèrement tremblante. « Excusez-moi, vous vous connaissez ?» Philippe me regarda avec un sourire complice. « Connaître Madame Moreau? Mais voyons, Madame Moreau est... » Il s'arrêta, me demandant du regard s'il pouvait continuer. Je hochai la tête. Il était temps. Temps de révéler qui j'étais vraiment. « Madame Moreau est ma partenaire d'affaires, » annonça Philippe calmement. « Sans elle, le Grand Palais n'existerait pas. Elle en est l'investisseur principal depuis 12 ans. » Ces mots tombèrent comme une bombe dans l'entrée feutrée du restaurant. Antoine devint livide. Claire ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Mes petits-enfants nous regardaient tour à tour, Emma commençant à comprendre que sa grand-mère avait des secrets bien gardés. « Je ne comprends pas », murmura Antoine, sa voix à peine audible. « Maman, tu as dit que tu avais tout vendu après la mort de papa, que tu vivais de ta pension. »« J'ai dit beaucoup de choses, » répondis-je doucement. « Certaines vraies, d'autres, disons, simplifiées. » Philippe, sentant la tension familiale, intervint avec tact. « Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation autour d'un bon dîner? J'ai justement reçu ce matin des langoustines exceptionnelles, et notre sommelier a déniché un chablis premier cru qui... »« Une minute, » l'interrompit Claire, retrouvant sa voix, mais pas sa contenance. « Vous voulez dire que Célestine, que belle maman, et qu'elle est propriétaire de ce restaurant? »« Associée majoritaire, » corrigea Philippe. « Et pas seulement de celui-ci. Madame Moreau a des intérêts dans plusieurs établissements gastronomiques de la région. Elle est une femme d'affaires remarquable. » Je vis Antoine s'appuyer contre le mur, comme si ses jambes ne le portaient plus. Toutes ses certitudes sur sa mère démunie s'effondraient d'un coup. Claire, elle, avait cette expression que prennent les gens quand ils réalisent qu'ils viennent de commettre une erreur monumentale. « Mais pourquoi ?» demanda Antoine d'une voix brisée. « Pourquoi nous avoir laissé croire que tu n'avais plus rien ?» Cette question, je me l'étais posée moi-même 1000 fois au cours des 10 dernières années. Pourquoi avoir choisi cette mascarade? La réponse était complexe, douloureuse, mais nécessaire. « Parce que je voulais savoir qui vous étiez vraiment, » répondis-je avec une simplicité qui les désarma. « Je voulais savoir si vous m'aimiez pour moi-même ou pour ce que je pouvais vous donner. Je voulais voir quelle sorte d'adulte vous étiez devenu. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Philippe, avec la délicatesse d'un homme habitué aux situations délicates, s'éclipsa discrètement, nous laissant face à face avec nos vérités. Emma s'approcha de moi, ses yeux brillants d'admiration. « Grand-mère, tu es incroyable, » murmura-t-elle. Louis, plus jeune mais tout aussi perspicace, ajouta « Alors tu es riche, grand-mère, comme dans les films ?» Je souris malgré la gravité du moment. Je suis confortable, mon chéri, mais surtout, je suis libre. Libre de choisir qui mérite ma confiance et mon affection. Ces mots résonnèrent comme un jugement dans l'air parfumé du restaurant. Antoine et Claire commençaient à comprendre que leur attitude de ce soir avait eu des conséquences qu'ils n'avaient pas anticipées. Il y a des moments dans l'existence où toutes les couches de faux-semblants tombent d'un coup, révélant la vérité nue et parfois cruelle de nos relations. Ce soir-là, installé à la table 7 du Grand Palais, ma table dans mon restaurant, je regardais mes enfants découvrir qui j'avais toujours été sous le masque de la mère effacée qu'ils croyaient connaître. Philippe avait fait les choses en grand. La table était dressée avec la vaisselle de Limoges, réservée aux occasions exceptionnelles, les couverts en argent massif brillaient sous la lumière tamisée des bougies, et la vue sur la Saône offrait un panorama magnifique sur les lumières de Lyon qui se reflétaient dans l'eau sombre du fleuve. Nous étions tous assis autour de cette table ronde, mais l'atmosphère était loin d'être festive. Antoine fixait son assiette, visiblement en proie à un combat intérieur. Claire alternait entre regards furtifs vers moi et coups d'œil nerveux vers les autres convives,
comme si elle calculait les dégâts de sa conduite. Mes petits-enfants, eux, me regardaient avec des yeux nouveaux, mélange de curiosité et d'admiration. « Maman » commença Antoine d'une voix hésitante. « Je ne sais pas quoi dire. Nous avons... J'ai... » « Tu as supposé que ta mère était devenue une vieille femme démunie, complétai-je calmement. Tu as pensé que 10 années de veuvage m'avaient dit réduite à néant. Tu as imaginé que j'étais devenue un fardeau dont il fallait s'occuper par charité. » Ces mots, prononcés sans colère mais avec une précision chirurgicale, le firent tressaillir. « Ce n'est pas... Nous ne pensions pas... » « Si, Antoine, l'interrompis-je gentiment. C'est exactement ce que vous pensiez. Et savez-vous quoi? Cela m'a appris des choses précieuses sur vous deux. » Claire osa enfin prendre la parole, sa voix tremblante. « Célestine, je suis désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne savais pas, si j'avais su... » « Que vous ne saviez pas, c'était le but, » répondis-je en la regardant droit dans les yeux. « Je voulais voir comment vous traiteriez une vieille femme sans moyens. Comment vous parleriez à quelqu'un que vous pensiez inférieur à vous socialement. » Le serveur arriva à ce moment-là avec l'entrée, des Saint-Jacques juste nacrés, accompagnés d'un beurre blanc aux herbes fraîches. Un plat à 45 € que Claire avait jugé trop cher pour mes moyens, quelques heures plus tôt. « Grand-mère, » dit Emma avec cette franchise touchante des adolescents. « Pourquoi tu as fait semblant d'être pauvre ?» Cette question directe méritait une réponse honnête. « Parce que l'argent change les gens, ma chérie. Quand on sait qu'une personne est riche, on se comporte différemment avec elle. On est plus gentil, plus attentionné, mais pour de mauvaises raisons. Moi, je voulais savoir si vous m'aimiez vraiment. »« Mais nous t'aimons, » s'exclama Louis, ses 11 ans ne comprenant pas toutes les subtilités de la situation, mais sentant la douleur dans ma voix. « Toi, oui, mon cœur, » répondis-je en lui souriant. « Vous, les enfants, vous m'avez toujours aimé tel que j'étais. Ce sont les adultes qui ont oublié qui j'étais. » Antoine releva enfin les yeux vers moi. « Maman, j'ai honte, profondément honte. Comment avons-nous pu en arriver là ?»« En cessant de me voir, » répondis-je simplement. « En décidant que parce que j'étais veuve, âgée, et que je menais une vie discrète, j'étais forcément devenue insignifiante. Vous avez arrêté de vous intéresser à ma vraie vie, à mes projets, à mes sentiments. Je suis devenue dans votre esprit une vieille dame qu'il fallait gérer. » Claire avait les larmes aux yeux maintenant. Comment pouvons-nous rattraper ça? Comment pouvons-nous réparer ce que nous avons cassé? En commençant par comprendre pourquoi vous l'avez cassé, répondis-je. Claire, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'un restaurant plus simple serait plus dans mes moyens. Cette phrase révélait votre mépris pour celle que vous pensiez que j'étais devenue. Ce n'était pas de la protection bienveillante, c'était du dédain déguisé en sollicitude. Elle baissa la tête, ne pouvant pas nier l'évidence. « Et toi, Antoine, » continuai-je en me tournant vers mon fils, « tu m'as invité à un dîner où il n'y avait pas de place pour moi. Comment appelle-t-on cela ?»« Une humiliation, » murmura-t-il. « Je t'ai humilié, maman, sans même m'en rendre compte. » Moi, le plat principal arriva, un filet de bœuf au cèpe accompagné d'un gratin dauphinois onctueux. La conversation se poursuivit plus calmement, chacun digérant les révélations de la soirée. « Qu'est-ce que tu attends de nous maintenant ?» demanda Antoine après un long silence. « Du respect, » répondis-je sans hésiter. « De la curiosité pour qui je suis vraiment. De l'intérêt pour ma vie, mes projets, mes opinions. En résumé, je veux que vous redeveniez mes enfants et que vous arrêtiez d'être mes tuteurs autoproclamés. » Emma posa sa main sur la mienne. « Grand-mère, moi je veux tout savoir sur tes restaurants et tes affaires. C'est passionnant. » Je souris à ma petite fille. Au moins, la nouvelle génération semblait avoir hérité de la curiosité et de l'ouverture d'esprit. « Il y aura du temps pour ça, » lui promis-je. « Mais d'abord, vos parents et moi, nous avons encore des choses à nous dire. Il existe des fins qui sont en réalité des commencements. Cette soirée au Grand Palais, qui avait commencé par une humiliation, se transformait peu à peu en une renaissance familiale. Pas une de ces réconciliations factices où l'on fait semblant d'oublier,
mais une vraie reconstruction fondée sur la vérité et le respect mutuel. Le dessert venait d'arriver, une tarte fine aux poires et aux amandes, accompagnée d'une glace à la vanille bourbon, quand Philippe s'approcha discrètement de notre table. « J'espère que tout se passe bien ?» demanda-t-il avec cette délicatesse qui faisait de lui un hôte exceptionnel. « Parfaitement bien, Philippe, » répondis-je avec un sourire sincère. « D'ailleurs, j'aimerais vous présenter officiellement ma famille. Mon fils Antoine, ma belle-fille Claire et mes petits-enfants Emma et Louis. » Philippe salua chacun avec courtoisie, mais je vis dans ses yeux qu'il avait compris la situation. Cet homme connaissait les rouages des relations humaines comme peu de gens savent les connaître. « Madame Moreau m'a beaucoup parlé de vous tous au fil des années, » dit-il aimablement. « Elle est si fière de sa famille. » Ces mots simples eurent l'effet d'un baume sur les blessures de la soirée. Antoine et Claire réalisaient que pendant qu'ils me négligeaient, d'autres personnes s'intéressaient sincèrement à moi, à ma vie, à mes sentiments. Après le départ de Philippe, ce fut Louis qui brisa le silence. « Grand-mère, est-ce que tu vas nous pardonner ?» Cette question, posée avec l'innocence d'un enfant de 11 ans, alla droit au cœur du problème. Le pardon. Était-ce ce que j'attendais? Était-ce suffisant? « Mon chéri, » lui répondis-je en caressant ses cheveux blonds, « il n'y a rien à te pardonner. À toi. Toi et Emma, vous m'avez toujours aimé tel que j'étais. Ce sont les adultes qui ont des choses à comprendre. » Antoine prit une profonde inspiration avant de parler. « Maman, je veux que tu saches que cette soirée m'a ouvert les yeux. Pas seulement sur ta situation financière, mais sur la façon dont je t'ai traité ces dernières années. Comme si tu étais devenue transparente. » « C'est exactement ça, » acquiesçai-je. « Vous aviez créé une version de moi qui vous arrangeait. La grand-mère sage et discrète qui ne dérange personne et se contente de peu. Vous aviez oublié que j'avais été autre chose, que j'étais encore autre chose. » Claire intervint, sa voix plus assurée maintenant. « Comment pouvons-nous réparer ça concrètement? Je veux dire, au-delà des excuses ?» Cette question me toucha par sa sincérité. « En recommençant, » répondis-je simplement, « en me demandant ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais de mes journées. En vous intéressant à mes projets, car oui, j'en ai encore. En cessant de me traiter comme si mes opinions n'avaient plus d'importance, parce que j'ai 68 ans. »« Quel projet ?» demanda Emma, ses yeux brillants de curiosité. « Eh bien, » commençai-je avec un sourire mystérieux, « j'ai dans l'idée d'ouvrir une école de cuisine pour les jeunes en difficulté, leur donner une formation, un métier, une chance. Philippe et moi en discutons depuis des mois. »« C'est merveilleux !» s'exclama Antoine. « Pourquoi tu ne nous en as jamais parlé ?»« Parce que vous ne me demandiez jamais ce qui m'intéressait, » répondis-je sans animosité. « Nos conversations se limitaient à votre travail, vos soucis, la météo. Vous aviez décidé que ma vie était derrière moi. » Un silence pensif s'installa. Chacun réfléchissait aux implications de mes paroles. C'est Emma qui le rompit. « Est-ce qu'on pourrait venir voir tes restaurants? Je veux dire, tes autres restaurants? »« Bien sûr, » répondis-je en souriant. « Nous organiserons cela, et peut-être que vous m'aiderez pour l'école de cuisine? Antoine, avec ton agence de communication, tu pourrais nous aider pour la promotion. Claire, avec ton sens de l'esthétique, tu pourrais réfléchir à la décoration des locaux. » Pour la première fois de la soirée, je vis leurs visages s'illuminer vraiment. Ils réalisaient que non seulement je ne les avais pas rejetés malgré leur comportement, mais que je leur offrais une chance de participer à quelque chose de grand. « Tu nous donnes une seconde chance, » murmura Antoine, ému. « Je nous donne une première vraie chance, » corrigeai-je. Car ce qui s'est passé ce soir, cette révélation forcée, c'est peut-être ce qu'il nous fallait pour arrêter de jouer des rôles et commencer à être une vraie famille. Le repas se termina dans une atmosphère apaisée. Nous parlâmes de projets d'avenir, de mes souvenirs d'entrepreneuse, des rêves des enfants. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir retrouvé mes enfants. En sortant du restaurant, Emma me prit le bras. « Grand-mère, tu sais quoi? Tu es encore plus cool que je ne le pensais. » Je ris de bon cœur. À 68 ans, j'étais redevenue cool. Qui l'eût cru? 3 mois ont passé depuis cette soirée. Antoine et Claire viennent me voir chaque semaine et nous discutons vraiment. Ils me demandent mon avis, s'intéressent à mes projets, me racontent leurs vraies préoccupations.
L'école de cuisine ouvrira l'année prochaine et nous travaillons tous ensemble sur ce projet. Mes petits-enfants passent leur mercredi après-midi avec moi et je leur apprends les bases de la gestion d'entreprise. Emma parle déjà d'étudier le commerce. Louis veut devenir chef cuisinier. Cette histoire m'a appris quelque chose d'essentiel. Il n'est jamais trop tard pour exiger le respect qu'on mérite. À 68 ans, j'ai retrouvé ma place dans ma famille. Pas celle de la grand-mère effacée qu'on tolère, mais celle de la femme forte et expérimentée que je n'ai jamais cessé d'être. Parfois, il faut accepter d'être incomprise pour révéler sa vraie nature. Parfois, il faut laisser les autres montrer leur vrai visage pour savoir à qui on a affaire. Et parfois, une humiliation peut devenir le plus beau des cadeaux. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ici en bas de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.